notre protagoniste Makuto Yamori, le plus puissant cultivateur du continent lui, a sauvé le continent de la crise en repoussant l'armée du roi démon pendant les âges sombres. Mais après la victoire, ses propres camarades l'ont soudainement trahi. Juste avant sa mort, Makuto a juré d'entraîner jusqu'au dernier traître qu'il a trahi dans les profondeurs de l'enfer. Mais alors qu'il pensait que tout était perdu, Makuto s'est réincarné dans un autre monde en tant qu'étudiant universitaire né dans la prestigieuse famille Yamori. Cependant, le Makuto de ce monde est faible, inutile, et a déjà été rejeté par sa famille comme un déchet. Makuto ouvre les yeux et découvre un groupe de personnes le fixant avec curiosité. Alors qu'il essaie de comprendre son environnement, quelqu'un l'insulte, le traitant de déchet inutile pour s'être évanoui pendant un test. Un autre étudiant intervient, rappelant au premier que Makuto a déjà été renié par sa famille, le rendant indigne du titre de jeune maître. À proximité, une fille blonde presse le génie de l'école, Kitama, de retourner à son test, exprimant son excitation à l'idée de le voir battre un autre record. Kitama accepte avec confiance, et ils retournent ensemble, côte à côte. L'enseignant demande alors aux autres élèves de retourner continuer le test d'aptitude physique. Alors que tout le monde s'éloigne, ignorant Makuto, un afflux soudain de souvenirs le submerge. Il réalise qu'il a été réincarné en un autre garçon, portant le même nom. Dans ce nouveau royaume, le Makuto d'ici a un corps frêle à cause de méridiens bloqués, ce qui a conduit son clan à l'abandonner après la mort de ses parents. En fouillant dans ses souvenirs, il découvre que personne dans ce monde ne comprend la cultivation. En observant son environnement, Makuto peut sentir la présence de chi dans l'air. Dans sa vie passée, les habitants de l'Uyo ont découvert comment absorber ce chi présent dans l'air. Makuto ferme les yeux pour se concentrer sur le chi, mais il ne peut en détecter qu'une petite quantité. Sans se décourager, il tente d'attirer cette énergie dans son corps. Grâce à sa connaissance antérieure de la cultivation, il apprend rapidement à absorber le QI. Comme tout cultivateur dévoué, il prévoit de stocker cette énergie et de l'utiliser pour renforcer son corps par une pratique constante. En peu de temps, la petite quantité de pouvoir qu'il génère à ce stade initial de cultivation débloque ses méridiens. En examinant son physique, Makuto remarque qu'il a grandi de quelques centimètres. Avec une détermination renouvelée, il jure de retrouver sa force et de retourner sur le continent Luyu pour se venger de ceux qui l'ont trahi. Mais pour l'instant, les plans de vengeance de Makuto doivent attendre car il n'est qu'au premier stade de la cultivation, et il lui faudra du temps pour redevenir le plus fort du continent. Pour vérifier les changements dans son corps et déterminer sa force actuelle, Makuto décide de participer au test physique de l'école. Il retourne rapidement sur le terrain pour informer les professeurs de sa décision. Les étudiants commencent immédiatement à se moquer de lui pour avoir essayé d'interrompre le tour de Kitama. Apparemment, Kitama est le favori de l'école, et il a également reçu une recommandation pour une prestigieuse université d'éducation physique. Kitama se joint à l'étudiant pour se moquer de Makuto, le traitant de déchet sans fierté. Makuto ignore toute leur moquerie, croyant que sa force actuelle est bien au-delà de celle d'un humain ordinaire. Un type lui rappelle que tout le monde a abandonné la course parce que personne ne veut affronter Kitama. Peu de temps après, Makuto et Kitama se placent sur la piste, se préparant à s'affronter. Dès que le coup de pistolet de départ retentit, Kitama s'élance sans hésitation. En revanche, Makuto décompte tranquillement, donnant intentionnellement une avance au soi-disant prodige. Les autres étudiants éclatent de rire, ridiculisant une fois de plus Makuto en le traitant de déchet inutile. Après 3 secondes, Makuto s'élance enfin, choquant les spectateurs. En quelques secondes à peine, il dépasse Kitama à une vitesse incroyable, tel l'éclair. Fondamentalement, lorsque les cultivateurs sont apparus pour la première fois sur le continent Liu YE, leur capacité, tant physique que mentale, surpassait de loin celle des humains ordinaires. Alors que Makuto approche de la ligne d'arrivée, à la stupéfaction de tous, il ne la franchit pas immédiatement. Au lieu de cela, il recommence à décompter, permettant à son rival de le rattraper. Il accorde à Kitama 3 secondes supplémentaires avant de finalement franchir la ligne. L'enseignant vérifie le chronomètre, révélant que Makuto a réalisé un record d'environ 9 secondes. Kitama termine également la course, mais il n'arrive pas à croire qu'il a perdu contre le fameux déchet de l'école. Bien qu'il n'ait pas encore atteint son plein potentiel, Makuto se sent satisfait de sa force actuelle. Avec ce nouveau départ, il s'engage à atteindre la grandeur et à prouver à tous ceux qui l'ont sous-estimé qu'il avait tort. De retour sur le continent Liu, Makuto était considéré comme le plus fort. Et en environ 50 ans d'entraînement, il avait dépassé de nombreux experts. Il a atteint le 7e stade de cultivation à 65 ans, devenant le cultivateur le plus puissant du continent. Maintenant coincé dans cette nouvelle enveloppe inutile, Makuto prévoit d'utiliser des médicaments spéciaux pour l'aider à accélérer sa cultivation. Il vérifie leur prix pour découvrir qu'ils coûtent une fortune, et le propriétaire original de son nouveau corps est un perdant fauché. Makuto veut fabriquer et vendre des talismans, mais il n'a même pas assez d'argent pour des matériaux de basse qualité. Ne voulant pas abandonner ses plans de vengeance, il jure avec détermination de trouver un moyen de gagner de l'argent. Alors que Makuto essaie encore de trouver comment gagner de l'argent, Kitama, le capitaine du club d'athlétisme, et ses sbires le coincent dans les toilettes. Dans l'équipe d'intimidateurs,
il y a aussi Haru, le capitaine du club de boxe. Kitama informe Makuto qu'en raison de son exploit à la course plus tôt, il doit leur donner la taxe de protection requise en avance. De mémoire, Makuto se souvient qu'ils ont toujours extorqué de l'argent au propriétaire original. Pas plus tard que la semaine dernière, Kitama Haru, Ota et Akira l'avaient coincé pour lui soutirer de l'argent sous prétexte d'une taxe de protection. Remarquant l'expression troublante de Makuto, Kitama se sent mal à l'aise et demande à Haru de prendre les choses en main. Haru, confiant en ses capacités, pense qu'il peut facilement abattre quelqu'un d'aussi inutile que Makuto d'un seul coup. Il lance le premier coup de poing, mais à leur grande surprise, Makuto l'esquive sans effort. Le Makuto précédent aurait simplement enduré l'attaque, mais c'est un jeu d'enfant pour le nouveau Makuto amélioré. Après avoir esquivé le coup de Haru, il lui assène un coup de poing puissant qui refait le portrait de Haru. Ensuite, Makuto se tourne vers Akira, le repoussant d'un coup de pied comme un déchet. Ota et Kitama restent sous le choc, incapables de croire qu'il s'agit du même Makuto sans caractère dont ils se moquaient autrefois. Makuto leur jette un regard et leur demande nonchalamment s'ils sont maintenant terrifiés. Au lieu de battre en retraite, Ota et Kitama se précipitent pour l'attaquer. Cependant, il saisit facilement leurs poignets, arrêtant leur attaque en plein vol. Avec une telle facilité, il leur broie les poignets, les laissant hurler de douleur. Makuto ignore leurs cris alors qu'ils savourent visiblement leur misère. Incapables de supporter la douleur plus longtemps, Ota et Kitama le supplient frénétiquement d'arrêter. Makuto les relâche alors, les jetant sans effort dans un coin comme des déchets. À ce stade, Kitama est terrifié et tremble au point de supplier Makuto d'avoir pitié d'eux. Makuto accepte, mais alors qu'il essaie de partir, Haru se jette soudainement sur lui. Cette fois, Makuto pulvérise complètement les os restants de son visage d'un seul coup de poing. Il prévient Haru qu'il n'aura pas autant de chance la prochaine fois qu'il essaiera. En voyant toute la scène se dérouler, Kitama et les autres en font presque dans leurs pantalons devant la vue écrasante de Makuto. Makuto leur ordonne de rendre tout ce qu'ils lui ont pris, les laissant perplexes. Quand il se répète avec férocité, Kitama crie de peur, promettant de tout rendre. Il sort alors une liasse de billets et s'incline respectueusement pour la présenter à Makuto. Après avoir pris l'argent, Makuto sort des toilettes, espérant qu'ils ne le dénonceront à personne. Cependant, comme ils ont l'air si terrifiés, ils pensent qu'ils n'auront pas le courage de le dire à qui que ce soit. En sortant, Makuto décide de quitter l'école bientôt car il est peu pratique pour lui de continuer tout en travaillant à la réalisation de ses objectifs. Il compte l'argent et constate avec satisfaction que c'est suffisant pour acheter des matériaux de basse qualité pour fabriquer des talismans, qu'il pourra vendre pour économiser en vue de sa vengeance. Ensuite, Makuto achète les matériaux pour son talisman et se prépare à les fabriquer. Un talisman est un objet utilisé par les cultivateurs de bas niveau. Il les crée en infusant de l'énergie spirituelle dans les matériaux pour obtenir leurs effets mystiques. Bien qu'il ne soit qu'un cultivateur affinant le chi au premier stade, Makuto les affine facilement, fabriquant un tas de talismans de basse qualité. Il prévoit de les vendre puis de trouver un endroit approprié pour la culture médicinale. Malheureusement, après 3 semaines, Makuto n'arrive toujours pas à vendre un seul talisman. Il a trouvé un coin de rue pour exposer ses marchandises, mais les gens le regardaient avec mépris. Pendant son jogging matinal, Makuto trouve un chien gravement blessé dans la rue. Il utilise l'un de ses talismans de guérison sur le chien pour tester son effet. Comme il s'y attendait, le chien s'est immédiatement remis de toutes ses blessures. Le chien remue la queue, aboyant joyeusement à Makuto, mais il devient soudainement hostile lorsque 2 personnes s'approchent en se disputant. L'un d'eux est Sho, le fils unique de la famille Wata, et l'autre est une fille nommée Shizuru, la fille de la famille Suga. Ils semblent chercher et se disputer à propos d'un chien. Ils avaient vu le chien impliqué dans un accident plus tôt, mais Sho se fichait qu'il meure. Shizuru, quant à elle, voulait qu'il le trouve et l'emmène à l'hôpital. Bientôt, elle arrête de se disputer quand elle voit le chien dans les bras de Makuto, en très bonne santé. Shizuru se précipite, se demandant comment le chien peut avoir l'air si bien alors qu'il était couvert de sang il y a quelques instants. En regardant son sac, Makuto réalise qu'elle se dirige peut-être vers l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un. Il profite de la situation pour lui montrer le talisman qu'il a utilisé sur le chien. Makuto essaie de vanter sa marchandise, mais Sho lui aboie dessus avec colère, le traitant d'escroc. Shizuru ignore les divagations de Sho et se tourne vers Makuto, lui demandant si le talisman peut aider quelqu'un dans un état végétatif. En réponse, Makuto présente un talisman de purification spirituelle conçu pour la réparation et la régénération. Il lui assure qu'il est efficace pour les patients dans de telles conditions. Sho a du mal à y croire et essaie de convaincre Shizuru de ne pas l'acheter, mais elle l'ignore à nouveau. Makuto lui montre alors comment utiliser le talisman, expliquant qu'elle doit simplement le tenir près du patient pour qu'il fasse effet. Il mentionne que les grands talismans coûtent 400 000 yens, tandis que les plus petits sont au prix de 200 000. À la surprise générale, Shizuru propose de payer 1 million de yens pour tous les talismans. Furieux, Sho se jette sur Makuto en exigeant qu'il parte. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, Makuto attrape le poignet de Sho et le tord douloureusement, l'avertissant de reculer et de cesser de s'enmêler. Malgré les efforts de Sho, il ne peut échapper à l'emprise de Makuto. Après un moment,
Makuto le jette de côté sans effort et retourne à sa transaction avec Chizuru. Une fois la transaction conclue, il explique le but de chaque talisman, disant que le jaune offre une protection tandis que le rouge est un talisman de boule de feu. Avant de partir, Makuto exprime son espoir qu'elle n'ait jamais à utiliser les talismans rouges et jaunes. Chizuru le remercie joyeusement en lui demandant son nom. Alors qu'il s'éloigne, Makuto lui dit son nom avant de partir, le chien le suivant. Sho, remis de sa raclée, recommence à se plaindre que Chizuru est tombé dans le panneau d'une arnaque absurde. Bien qu'elle ait confiance en ses paroles, Chizuru continue de s'accrocher au mince espoir que cela puisse aider sa mère à reprendre connaissance. Pendant ce temps, Makuto revient, satisfait d'avoir réussi à vendre tous ses talismans. Avec l'argent gagné, il peut maintenant trouver un endroit convenable où vivre. Mais d'abord, il a l'intention de chercher des herbes médicinales à des fins de cultivation. Soudain, il est distrait lorsque le chien se met à aboyer après une maison voisine. Makuto lève les yeux et découvre que la résidence est entièrement enveloppée d'énergie spirituelle. En inspectant de plus près le jardin, il repère de l'herbe au cœur d'argent qui y pousse. Pendant ce temps, Sho est à l'hôpital pour se faire soigner les blessures au poignet. Alors que l'infirmière soigne ses blessures, Sho continue de pester avec colère, jurant de détruire Makuto la prochaine fois. Dans le même hôpital, dans la chambre de sa mère, Chizuru se fait réprimander par son père, Kenji, le conseiller municipal de la ville de Konkei, pour avoir embarrassé la famille en tombant dans le piège d'une arnaque. Son éclat de voix attire bientôt les chuchotements moqueurs des infirmières. Elle se moque de Chizuru pour avoir gaspillé de l'argent en achetant de faux talismans. Chizuru les ignore, disant à son père qu'elle est prête à tout essayer pour guérir sa mère. Cela ne fait qu'enrager Kenji qui lui aboie dessus, la traitant d'idiote de croire une chose aussi absurde. L'éclat de Kenji met Chizuru en colère, et elle crie sur son père pour ne même pas rendre visite à sa mère. Elle lui reproche d'avoir tardé à la mener à l'hôpital, ce qui l'a fait tomber dans le coma. Kenji, incapable de répondre, est complètement décontenancé par ses paroles. Chizuru continue, affirmant que son père passera simplement à la femme suivante lorsque sa mère mourra. Kenji est maintenant furieux et manque de la gifler, mais il s'arrête à mi-chemin. Il se retourne pour partir, exprimant sa déception face à son insolence. Avant de partir, il l'informe qu'une infirmière viendra débrancher sa mère du maintien en vie. Chizuru proteste contre la décision et, saisissant la main de sa mère, y presse le talisman. Soudain, une lumière vive jaillit du talisman, et à son grand choc, sa mère lui caresse les cheveux en l'appelant par son nom. La scène attire également l'attention de Kenji au moment où il s'apprête à sortir. La mère de Chizuru, Yoko, regarde sa fille en remarquant qu'elle a maigri. Kenji se précipite alors hors de la chambre pour appeler un médecin. Une fois dehors, il crie de toutes ses forces, joyeusement, informant tout le monde que sa femme s'est réveillée. Le médecin et l'infirmière, choqués, se précipitent à l'intérieur pour faire quelques tests sur Yoko. Après les tests, le médecin les informe que Yoko devrait pouvoir reprendre une vie normale d'ici moins de 2 ans. Chizuru leur montre le talisman, expliquant qu'il a guéri sa mère, mais le médecin refuse de la croire. Sho est également arrivé pour assister à l'agitation et trouve toute cette histoire incroyable. Le médecin ordonne à l'infirmière de contacter le professeur Suzuki, lauréat de prix, pour des tests supplémentaires. Toujours incrédule, Sho commence maintenant à entrevoir la possibilité qu'il se soit complètement trompé sur Makuto. Ignorant tous les incrédules dans la pièce, Chizuru et sa mère s'étreignent joyeusement. En regardant les talismans restants, Chizuru se promet de remercier Makuto si elle le revoit un jour. Pendant ce temps, Makuto a réussi à emménager dans la maison enveloppée d'énergie spirituelle. Il regarde autour de lui, satisfait de ses progrès vers son retour sur le continent Luoyu pour détruire tous ceux qui l'ont trahi. Avec une détermination renouvelée, Makuto jure de ne jamais pardonner aux traîtres. Makuto pense que le jour de sa vengeance ne pourra arriver plus tôt que lorsqu'il atteindra le 11e niveau de raffinage du QI. Pour atteindre ce niveau, il doit acquérir une source spirituelle et des matériaux spirituels pour l'aider à obtenir le titre de cultivateur le plus fort. Plus tard cette nuit-là, Makuto réfléchit à la manière d'augmenter sa cultivation. À première vue, il sent l'énergie spirituelle de ce monde s'affaiblir progressivement. Si l'énergie disparaît complètement, il ne pourra plus cultiver. Makuto se demande comment il peut trouver un lieu ou un objet riche en énergie spirituelle pour l'aider à se sortir de la situation actuelle. Il s'inquiétait de trouver une source ou des matériaux spirituels, mais par chance, il a trouvé l'herbe au cœur d'argent qui poussait dans le jardin. Cette herbe est fondamentalement considérée comme un matériau spirituel. Et contrairement aux herbes médicinales ordinaires, elle peut être utilisée pour raffiner des élixirs capables d'augmenter sa cultivation. Makuto pense que raffiner les baies de cette herbe en une pilule pourrait l'aider à atteindre le 2e niveau de cultivation. Cependant, il craint que la moindre erreur dans le raffinage de la pilule puisse également anéantir ses progrès. Ne voulant pas attendre de situations inattendues, Makuto décide de commencer à s'entraîner immédiatement pour rester préparé. Le lendemain, il sort pour essayer de vendre quelques talismans de plus car le raffinage des pilules de cultivation est bien trop cher. Makuto s'occupe de ses affaires, essayant de faire profil bas, quand il remarque soudain un groupe de voyous qui le surveille à distance.
Il les avait déjà remarqués en train de l'observer depuis le 3e jour où il avait commencé à vendre des talismans dans la rue. Makuto note qu'ils sont un peu plus nombreux que d'habitude aujourd'hui, ce qui signifie qu'il pourrait bientôt passer à l'action. Décidant de les affronter de front, il commence à remballer ses affaires, mais est soudainement interrompu par une fille qui l'appelle par son nom. La fille dit qu'elle s'est inquiétée pour lui depuis qu'il a soudainement cessé d'aller à l'école. Pendant que Makuto essaie de se rappeler qui elle est, la fille divague sur tous ses problèmes, l'insultant subtilement de loser fauché. Après avoir fouillé dans ses souvenirs, Makuto se souvient que la fille est Mochiyama, qui avait autrefois pris la défense de l'ancien propriétaire. Elle propose de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse retourner à l'école, mais Makuto l'ignore complètement et s'en va. Elle essaie de le rappeler, mais il refuse de répondre, ce qui lui fait suspecter que quelque chose a dû lui arriver. Pendant ce temps, Makuto continue de marcher tout en comptant discrètement le nombre de voyous qui le ciblent. Après en avoir compté environ 10, il se glisse dans une ruelle, confiant de pouvoir tous les affronter en même temps. Le voyant faire un détour, les voyous le poursuivent rapidement, des poignards à la main. Quelques instants plus tard, il le rattrape dans une ruelle isolée avec une impasse devant lui. Pensant qu'ils l'ont déjà coincé, les voyous se détendent avec assurance, déclarant qu'il n'a nulle part où s'échapper. À leur grand amusement, il leur ordonne avec confiance de l'attaquer tous en même temps, mais aucun d'eux ne le prend au sérieux. Makuto demande pourquoi ils l'observent depuis des jours. Il essaie de leur faire révéler qui les a envoyés. Le type chauve l'informe simplement qu'il a énervé quelqu'un de puissant. Un autre type se demande pourquoi la jeune demoiselle de la famille Amatani s'est intéressée à Makuto. Makuto est un peu confus, mais il se souvient bientôt que Setsu, la jeune demoiselle de la famille Amatani, était fiancée à l'ancien propriétaire. Cependant, après son exil de son clan, elle l'a brutalement largué et a annulé leur fiançailles. Toute la situation laisse Makuto perplexe, il se demande pourquoi ils essaient d'éliminer quelqu'un pour des fiançailles rompues. Voyant qu'ils n'ont aucune intention de lui donner une réponse franche, il décide de les faire parler d'une manière plus créative. Juste derrière la scène, Mochiyama les observe discrètement, se demandant comment ils cessent de retrouver mêlés aux Yakuza. Craignant que Makuto soit trop faible pour affronter les terrifiants Yakuza, elle décide d'appeler la police à l'aide. Malheureusement, quelqu'un la découvre avant qu'elle ne puisse passer l'appel, et il l'attrape rapidement alors qu'elle se débat pour s'échapper. L'agitation attire l'attention des autres, et ils se retournent pour voir leur chef tirer Mochiyama sans effort comme un petit chiot. Makuto est également surpris car il ne l'avait pas senti le suivre. Le chef le taquine sur sa popularité auprès des filles, l'accusant de s'amuser tout en menant Setsu en bateau. Mochiyama, ignorant de sa propre sécurité, crie à Makuto de s'enfuir. Elle prétend que les voyous ne peuvent pas lui faire de mal car elle est membre d'une famille puissante. En entendant cela, le chef ne fait que rire de sa stupidité. Il se vante d'un air menaçant que personne ne le découvrirait s'il l'éliminait dans cette ruelle déserte. Décidant de s'occuper d'elle en premier, il sort une dague, visant son cou, mais Makuto intervient juste à temps pour lui briser le poignet d'un seul coup de poing. Sans lui laisser le temps de réaliser ce qui se passe, il saisit le visage du chef et le plaque sans effort au sol. Tout le monde regarde la scène, sous le choc. Même Mochiyama se demande s'il est le même Makuto dont elle se souvient. Les voyant intimidés, Makuto leur demande fermement à nouveau qui les a envoyés l'attaquer. Dans un autre quartier de la ville, l'officier Kaya reçoit un message urgent par interphone informant que le gang Scar est en mouvement. Il apprend que plus de 30 membres du gang se dirigent vers une ruelle sur East Street. L'appelant, un officier sur les lieux, révèle qu'ils en ont après un garçon et ont pris une jeune fille en otage. Sans hésitation, l'officier Kaya démarre en trombe dans son véhicule, demandant à l'appelant de réclamer des renforts mais de ne pas encore en informer le chef de la police Unaga. Il avertit l'appelant d'attendre les renforts au lieu de se précipiter. L'officier sur les lieux informe Kaya que les renforts ne seront peut-être pas nécessaires. Il explique que le garçon visé a déjà neutralisé tous les membres du gang tout seul. Pendant ce temps, Makuto s'occupe toujours du chef, qui a du mal à croire qu'il est le même déchet faible du clan Yamori. Makuto l'interroge, demandant si le clan Amitani ou Yamori les a envoyés. Voyant son hésitation, il serre le crâne du chef, le menaçant de répondre en 3 secondes. À cause de la douleur, le chef le supplie frénétiquement d'arrêter. Soudain, l'officier Kaya arrive sur les lieux et dit à Makuto d'arrêter. Makuto est surpris de les voir, se demandant comment les flics les ont trouvés si vite. Il envisage de s'échapper, mais décide de ne pas étaler l'étendue de sa force. Il relâche alors le chef, qui est soulagé d'être enfin sauvé. Makuto sait qu'avec sa force actuelle, il ne pourrait peut-être pas s'opposer au pouvoir de Helleta. Kaya est également soulagé d'avoir désamorcé la situation, mais il a encore du mal à croire qu'un seul garçon chétif ait maîtrisé 30 membres de gang à lui seul. Il se présente ensuite à Mochiyama et Makuto comme le sergent de police de la ville, mais Makuto l'ignore tandis que Mochiyama le salue joyeusement. Kaya le rassure que son compagnon, Rokohara, s'occupera de tout sans problème. Cela ne fait que rendre Makuto nerveux, car il réalise qu'ils ont tout vu depuis le début. Comme s'il sentait son malaise, Kaya l'informe que Rokuhara prendra leur déposition sans s'enquérir de choses sans rapport. Surgi de nulle part, le commissaire de police Onuga arrive, qualifiant Makuto de criminel et le mettant en état d'arrestation.
Il sourit malicieusement, agitant le mandat d'arrêt devant Makuto. Mochiyama, furieuse, insiste sur le fait que les hommes armés les ont attaqués en premier, mais Onuga soutient n'avoir vu que Makuto agresser les hommes. Le chef de Scar rit triomphalement alors qu'un autre officier l'entraîne. Kaya, rempli de rage, confronte Onuga, lui rappelant la véritable identité du gang armé. Onuga ignore ses diatribes, le rabaissant d'essayer de s'opposer à un chef de police de second rang tout en menaçant de le renvoyer. Kaya, imperturbable, continue d'insulter son chef, mais Rokuhara le retient, lui disant de se calmer. Kaya cesse de se débattre lorsque Makuto se rend de manière inattendue, acceptant son arrestation. Il sent qu'un cerveau orchestre les événements en coulisses. Onuga rit triomphalement de la reddition de Makuto, mais la véritable intention de Makuto est de recueillir des informations sur ce marionnettiste caché. Il cherche à résoudre la situation avant qu'elle ne perturbe ses progrès en matière de cultivation. Curieux, Makuto demande à Onuga comment il a découvert son identité d'étudiant universitaire. Onuga est pris au dépourvu, réalisant qu'il a laissé échapper quelque chose en se vantant. Makuto le traite de larbin et propose de l'aider à éliminer le vrai cerveau. Onuga prétend être innocent, affirmant ne rien savoir d'un quelconque cerveau. Alors qu'il se retourne pour partir, Makuto révèle un bouton, laissant Onuga sous le choc, se demandant quand Makuto a eu le temps de l'arracher. Tandis qu'un autre officier lui passe les menottes, Makuto prévient nonchalamment Onuga que la prochaine fois, il prendra plus qu'un bouton. Onuga considère cela irrespectueux et jure de saines souvenirs. De retour dans la cellule, un gardien attire l'attention d'un prisonnier, l'informant que la cible arrivera bientôt. Il informe le prisonnier à l'air féroce que son travail est d'éliminer la cible. Quelques instants plus tard, Makuto est escorté dans la même cellule. À l'expression sur les visages des deux gardes, il sent qu'il prévoit de le lyncher, mais Makuto n'est pas inquiet. Il remarque bientôt le prisonnier engagé pour le travail, qu'il observe tranquillement depuis un coin. Pendant un instant, Makuto se demande si cet étranger est aussi le cerveau derrière le coup monté. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, le prisonnier se lève lentement et commence à divaguer sur la justice et le destin, débitant des sornettes moralisatrices. Il se présente comme Funaki et admet ouvertement avoir été payé pour éliminer Makuto. Prenant visiblement plaisir à la situation, Funaki dit à Makuto de ne pas résister et d'accepter sa fin en silence. Makuto s'avance, imperturbable, et demande calmement qui l'a engagé. Depuis son entrée dans la cellule, il avait senti quelque chose d'inhabituel, et c'était le prisonnier qui dégageait une aura appelée Reiatsu. Sans hésiter, Funaki attaque Makuto, se préparant à l'envoyer dans l'au-delà. À sa grande stupeur, Makuto disparaît dans les airs juste au moment où le coup l'atteint. L'instant d'après, Makuto réapparaît à côté de lui et le plaque au sol d'un seul coup de paume. Il déclare avec assurance que le plus faible ici est Funaki. Refusant d'abandonner, Funaki attrape ses talons et le projette en l'air, mais cela ne blesse en rien Makuto. Le voyant atterrir sans effort, Funaki réalise enfin qu'il a peut-être sous-estimé son adversaire, mais cela ne l'empêche pas de se vanter. Ignorant sa grande gueule, Makuto fond sur lui rapidement, l'abattant d'un seul coup de poing. Funaki est choqué par la puissance écrasante du coup de poing. Sans le laisser reprendre ses esprits, Makuto plonge d'Eno pour porter le coup de grâce. Funaki essaie de bloquer l'attaque, mais le coup de pied de Makuto est tout simplement trop puissant. N'ayant toujours pas appris sa leçon, Funaki charge à nouveau furieusement vers lui. Malheureusement pour lui, Makuto esquive l'attaque sans effort et lui assène un puissant coup de poing dans l'abdomen, le détruisant complètement. Cette fois, Funaki semble avoir réalisé l'énorme écart de force entre eux alors qu'il se recroqueville dans un coin, se demandant ce qui vient de se passer. N'ayant pas l'intention de le laisser partir, Makuto le domine de son aura lourde et terrifiante. Il écrase immédiatement la tête de Funaki contre le sol, exigeant le nom du marionnettiste. Makuto exige également de savoir d'où il a obtenu le Reiatsu. Pendant ce temps, Unaga est dans son bureau, encore secoué par son échange avec Makuto. Il fulmine au téléphone, exigeant de savoir quel genre de monstres ils lui ont envoyé. L'interlocuteur, nommé Hashimoto, lui assure que Makuto n'est qu'un faible déchet abandonné par le clan Yamori. Unaga est un peu soulagé d'entendre cela et espère qu'ils pourront l'éliminer sans drame. Hashimoto l'assure avec confiance qu'il a envoyé des émeutiers sortis de Ryu pour s'occuper de lui. Il promet en outre de recommander Unaga au seigneur Emma pour une promotion en tant que chef de la police du district. Unaga accepte et rappelle à Hashimoto de ne pas oublier cette promesse. Dans la cellule, Funaki reste muet, refusant de révéler le moindre secret malgré les coups violents qu'il a subis. Makuto admire sa discipline. Funaki dit à Makuto qu'il l'a sous-estimé, ce qui amène Makuto à se demander s'il y a d'autres cultivateurs dans le monde. Funaki raconte sa rencontre avec un vieux moine à Ryuda il y a quelques années qui pouvait manipuler le chi sans effort pour fendre un arbre en deux. Le moine lui a offert une bouteille d'eau divine, lui demandant de la diluer avant de l'utiliser. Après avoir suivi ses instructions pendant plusieurs années, le corps de Funaki s'est transformé en une forme extraordinaire. Grâce à cette histoire, Makuto réalise que l'eau divine mentionnée par Funaki est probablement du Reiatsu ou du liquide spirituel. Il se demande s'il peut aussi trouver une source spirituelle à Ryuta. En gros, les sources spirituelles se forment dans des zones à forte concentration d'énergie spirituelle.
Avec le temps, cette énergie se transforme progressivement en liquide spirituel, créant finalement une source. Sur le continent de Liu, même une petite quantité de ce liquide spirituel est considérée comme rare et précieuse en raison de sa puissance et de son utilité pour les cultivateurs. Makuto demande à Funaki pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que lui s'impliquerait dans les luttes des gens ordinaires. Funaki révèle qu'il a besoin d'une somme d'argent considérable pour son enfant qui souffre de la SLA. Il explique en outre qu'il a essayé d'utiliser les eaux divines sur son fils, mais que cela n'a pas fonctionné. Pour gagner assez d'argent pour le maintenir en vie, Funaki a dû gagner de l'argent rapidement en acceptant ce contrat. Après avoir réfléchi un instant à la maladie, Makuto propose d'aider à guérir le garçon. Il explique à Funaki que l'eau divine est en réalité du liquide spirituel, aussi appelé Reiyatsu, qui peut être nocif pour les gens ordinaires. Bien que l'énergie spirituelle ordinaire ne représente pas une menace, la nature concentrée du liquide spirituel peut faire plus de mal que de bien aux garçons malades. Il ajoute que l'énergie spirituelle peut être utilisée correctement grâce à une technique spéciale. Il montre à Funaki le talisman de guérison qu'il a précédemment utilisé sur le chien, et pour illustrer son pouvoir, Makuto l'utilise sur lui. À l'étonnement de Funaki, le talisman guérit instantanément toutes ses blessures. Tenant triomphalement le talisman, Makuto lance un ultimatum à Funaki, révéler l'identité de son employeur ou mourir. Sans hésitation, Funaki révèle qu'il a été engagé par un certain Hashimoto. Ailleurs, Hashimoto, le propriétaire du club Kozan, vient de terminer un appel avec Unaga. D'un air joyeux, il se tourne vers une jeune fille battue et ligotée devant lui et lui demande si elle aimerait manger ou boire quelque chose. Incapable de répondre, elle ne peut que pleurer et se débattre. Hashimoto s'approche, lui ouvre la bouche de force et lui arrache une dent avec une petite pince. Alors que la jeune fille crie de douleur, il rit comme un fou. Leur séance de torture est interrompue lorsqu'un majordome entre pour l'informer que le seigneur Emma souhaite un point sur la situation de Makuto. Satisfait de son petit jouet, Hashimoto dit nonchalamment au majordome que quelqu'un s'occupe déjà du problème. Il prévoit de se rendre au poste de police pour vérifier les progrès, car il considère déjà Makuto comme un homme mort. Il demande ensuite au majordome de rassurer le seigneur Emma, de lui dire de rester calme et d'attendre ses bonnes nouvelles. De retour à la prison, Makuto et Funaki semblent avoir conclu une trêve. En guise de gratitude pour le talisman de guérison, Funaki offre à Makuto un pendentif contenant du liquide spirituel concentré. Cela excite Makuto, car même une petite quantité saupoudrée sur de l'herbe d'argent produira instantanément des fruits. Une fois qu'il aura transformé ces fruits en pilules bon marché, il pourra les utiliser pour passer rapidement au deuxième niveau de cultivation. Il remercie Funaki qui le prévient que Hashimoto continuera à le traquer. Funaki l'avertit que quiconque tombe dans le piège de Hashimoto-sen sort rarement indemne. Imperturbable face à cet avertissement, Makuto proclame avec confiance qu'il s'occupera de Hashimoto. Pendant ce temps, Chizuru arrive à l'université de Nea pour trouver Makuto. Elle avait vu sa photo et découvert qu'il était le fameux déchet rejeté du clan Yamori, alors elle l'a suivi jusqu'à son école. Chizuru n'arrive toujours pas à croire que Makuto est un étudiant de première année dans son école. Elle se dirige rapidement vers le bureau du président pour en savoir plus sur lui. Il se trouve que le président de l'université de Nei est Jin, l'oncle de Mochiyama. Dans son bureau, Mochiyama est en pleine dispute avec le président Jin. Elle veut qu'il l'aide à sauver Makuto, mais Jin n'a aucune intention de se laisser entraîner dans un tel merdier. Mochiyama, cependant, refuse de céder car elle se sent responsable de l'arrestation de Makuto et de son implication avec des flics corrompus. Elle peine à se faire entendre pendant que Kumono, un instructeur de l'université, essaie de la retenir. Elle assure à Mochiyama que Makuto sera bientôt libéré. À ce moment-là, ils se retournent tous pour voir Chizuru arriver sur les lieux. Elle leur demande immédiatement s'ils parlent de Makuto. De retour au poste de police, Kaya fait un scandale dans le bureau d'Eonaga à propos de ses pratiques corrompues. Ils poursuivent Scar et sa bande depuis des années sans aucun progrès, mais maintenant Unaga les laisse s'échapper librement. Unaga informe nonchalamment Kaya qu'accuser un supérieur sans preuve est un crime. Kaya, refusant de céder, déclare avec colère que le chef prépare quelque chose de suspect en coulisses. Malheureusement, il n'a aucune preuve pour étayer ces accusations bidons. Au moment où les deux hommes s'apprêtent à se défier du regard, Mochiyama et Chizuru font irruption dans le bureau, suivis de Rokohara qui tente de les arrêter. Mochiyama pointe le chef avec colère, disant à Chizuru que c'est lui qui a faussement accusé Makuto. Unaga étudie discrètement Chizuru, s'interrogeant sur son identité. D'après les informations qu'il a reçues, Makuto n'a aucun soutien important de la part de familles puissantes. Se rassurant en se disant que Makuto n'est qu'un déchet, il les informe avec assurance qu'ils ne peuvent pas libérer un criminel suspecté de vol et d'agression. Kaya proteste avec colère contre les accusations, exigeant de savoir quand tout cela s'est produit. Onaga l'informe qu'il s'agit d'une enquête secrète, et qu'il ne peut donc rien leur révéler. Mochiyama déclare avec colère qu'enfermer Makuto tout en relâchant des membres de Yakuza est de la pure corruption. Unaga, imperturbable face à ces menaces, l'avertit de partir ou d'être arrêté pour obstruction à la justice. Au moment où il s'apprête à passer un appel, Chizuru s'assoit tranquillement et, croisant les jambes comme une patronne, le met au défi de bouger.
Unaga ordonne alors à ses subordonnés de les jeter dans une cellule de détention. Il annonce qu'elles sont détenues car suspectées d'être les complices de Makuto. Il va même jusqu'à suspendre Kaya pour avoir hébergé des criminels. Kaya, comme d'habitude, aboie pour protester tandis que Chizuru reste calme. En entendant Chizuru qualifier les accusations de bidon, Unaga rit avec satisfaction et décide d'alourdir sa peine pour outrage à un agent de l'État. Chizuru demande simplement s'il reçoit des faveurs spéciales de quelqu'un pour avoir arrêté Makuto. Voyant que son plan est sur le point d'être révélé, il bégaye, essayant de cacher son malaise face aux questions. Chizuru demande alors si la situation de Makuto peut être résolue avec de l'argent. Unaga s'est de nouveau détendu, lui disant que Makuto s'est retrouvé dans cette situation pour avoir énervé des gens puissants. Il ajoute que Chizuru et Mochiyama connaîtront le même sort. Unaga invente sans vergogne un scénario assez convaincant sur la façon dont il peut simplement les éliminer, y compris Kaya. Il se vante de pouvoir imputer la mort de Kaya aux filles, puis leur propre mort à l'élimination de 2 criminels qui ont agressé et tué un policier. Après avoir entendu un scénario si convaincant, Kaya et Mochiyama sont visiblement secoués, mais Chizuru reste imperturbable. À leur grande surprise, Chizuru demande à un certain directeur Oji qui était déjà en communication avec elle, s'il a tout entendu ce que le chef corrompu a dit. Le directeur Oji confirme qu'il a tout entendu, laissant Unaga absolument terrifié. Chizuru se rassoit avec assurance, lui demandant s'il a besoin qu'elle se présente à nouveau. À l'autre bout du fil, le directeur Oji énumère les chefs d'accusation contre Unaga et mentionne même qu'il a menacé le membre de la famille d'un conseiller. Pour toutes ces atrocités, Unaga est immédiatement suspendu en attendant d'être interrogé sur ses crimes. Le directeur Oji les informe également qu'il arrivera bientôt au bureau pour les rejoindre. Après avoir encaissé le choc, Unaga s'effondre sur sa chaise, encore secoué et se demandant quelle famille de conseillers il a bien pu offenser. Pour répondre à ces questions, Chizuru révèle alors qu'elle est la jeune demoiselle de la famille Suga de la ville de Noé. C'est à ce moment précis que Unaga réalise qu'il a vraiment tout gâché. Pendant ce temps, de retour dans sa cellule, Makuto est encore sous le choc de son nouveau cadeau de la part de Funaki. La quantité de liquide spirituel stocké à l'intérieur est assez faible, il en déduit donc qu'il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ses sens s'éveillent lorsqu'il sent quelqu'un approcher, et Makuto se retourne, surpris de voir Chizuru et Mochiyama se tenir là. À ce stade, Hashimoto a appris que tous ses plans ont été déjoués. Dans un accès de rage, il se met à briser des objets chez lui, frustré qu'un de ses hommes soit au seuil de la mort tandis que l'autre se dirige vers la prison. Après avoir détruit quelques vases, il réfléchit à son prochain coup, réalisant que l'échec de la mission de la famille Ayema pourrait mettre sa propre vie en danger. Refusant d'abandonner, il décide d'envoyer son garde du corps, qu'il estime être la meilleure personne pour cette tâche. Il ordonne au garde du corps de ramener Makuto vivant, jurant d'éliminer ce déchet de ses propres mains. Makuto est maintenant de retour chez lui et, comme d'habitude, il est fauché après avoir acheté quelques matériaux pour le raffinage de pilules. Il raffine immédiatement la pilule et la met dans sa bouche sans perdre de temps. Après avoir pris la pilule, il peut sentir son effet incroyable presque immédiatement alors qu'il flotte dans les airs, entouré d'une lumière dorée. Bien que la pilule soit impure, Makuto est satisfait de l'effet, ce qui est quelque chose de spécial pour un endroit avec peu d'énergie spirituelle. Finalement, il atteint le 2e stade de raffinage du chi, comme il l'espérait tant. Il pratique son pas de l'ombre du nuage, qu'il n'avait pas utilisé depuis sa réincarnation, et la vitesse étonne même le chien. Makuto est satisfait des résultats, déclarant avec assurance qu'une balle n'est rien comparé à sa vitesse. Ensuite, il réfléchit à la manière d'obtenir sa prochaine réserve de liquide spirituel, puisqu'il a déjà utilisé celui que Funaki lui a offert. Il envisage d'aller à Ryuta pour tenter sa chance, mais y aller par la voie normale est considéré comme dangereux. Par conséquent, Makuto décide de se fier au contact local qu'il a reçu de Funaki. Cependant, son problème majeur est l'argent, car les procédures d'entrée lui coûteront à elles seules environ 2 millions de yens. C'est alors qu'une publicité télévisée pour un produit de beauté attire l'attention de Makuto. Dans un monde où les femmes sont obsédées par l'idée de paraître jeunes, il y voit une opportunité de capitaliser sur cette tendance. Il prend un paquet sur la table, impatient d'utiliser son contenu lors d'une fête à venir. À peine 5 heures plus tôt, après sa sortie de prison, il avait déjeuné avec Chizuru. Assis en face d'elle, il avait encore du mal à croire qu'elle était la fille d'un conseiller. Après un bref silence, elle lui a demandé de lui rendre un service en assistant à une fête au bâtiment Sugao pour célébrer le rétablissement de sa mère. Ce bâtiment abrite le plus grand marché de cosmétiques de la ville, et il appartient à Chizuru. C'est la fête à laquelle Makuto est impatient d'assister. Le lendemain soir, il arrive à la somptueuse fête au dernier étage du bâtiment Sugao, tenant la boîte. À l'intérieur se trouve la pilule Juillan, un élixir qu'il a raffiné. Bien qu'il ne puisse pas créer de pilule spirituelle à son niveau, fabriquer des élixirs comme celui-ci est tout à fait dans ses cordes. La pilule Juillan est un remède populaire et abordable parmi les cultivatrices du continent Luyu. Makuto prévoit d'en vendre quelques-unes à des femmes riches lors de la fête pour gagner 2 millions. Balayant la foule du regard, il repère Chizuru et sa famille, et se prépare à attirer ses clientes cibles. Chizuru fait face à sa tante et son oncle,
Eno et Shiro Oshizu, qui font pression sur elle pour qu'elle se marie bientôt. Bien qu'elle n'ait que la trentaine, ils la qualifient de vieille fille et l'avertissent qu'elle pourrait finir comme la vieille célibataire de la famille, Masami. Shiro insulte même Masami, la traitant de poids mort. Masami tente de se défendre mais peine à trouver les mots justes, ce qui ne fait que rendre Shiro plus impitoyable. Yoko, maintenant frustrée, dit à Shiro d'arrêter, tandis que Chizuru lui rappelle que Masami l'a élevée, ainsi que beaucoup d'autres, après le décès de leur grand-mère. Loin d'être découragé, Shiro presse Yoko de convaincre Chizuru de se caser rapidement. Yoko, se remettant encore d'un long coma, tousse, ce qui incite Chizuru à s'assurer qu'elle va bien. Malgré l'atmosphère tendue, Shiro reste agressif, suggérant même une famille avec laquelle Chizuru pourrait se marier. Il l'avertit que si elle ne se casse pas, elle risque de devenir une marchandise défectueuse. Masami essaie de donner son avis, mais Shiro la coupe, ajoutant qu'aucun produit cosmétique ne peut lui rendre sa jeunesse. À ce moment-là, Makuto saisit l'occasion de prendre la parole. Il critique Shiro pour avoir insulté Chizuru, une figure éminente de l'industrie cosmétique. Furieux, Shiro appelle la sécurité pour expulser Makuto, mais Chizuru informe tout le monde que c'est lui qui a sauvé Yoko. Yoko prend la main de Makuto pour le remercier d'avoir vendu le talisman à Chizuru. Shiro est dégoûté par la simple vue de Makuto et l'accuse d'être un escroc. Il prétend que Yoko s'est réveillée du coma uniquement grâce à la science médicale. Ignorant tous les commentaires désobligeants, Makuto se présente comme un chercheur et un partenaire commercial de Chizuru. Même Chizuru est surprise par ce titre de partenaire commercial. Les spectateurs éclatent de dédain, lui disant qu'il n'a rien à ajouter à leur discussion sur la restauration de la jeunesse. Makuto exhibe sa boîte avec confiance, promettant de leur montrer quelque chose de bien. Il tend la boîte à Masami, l'invitant à avaler la pilule Juillan. Shiro est le premier à douter de lui, soupçonnant que cela pourrait être quelque chose de toxique. Masami le regarde d'un air absent, se demandant si elle peut vraiment manger cette pilule. Chizuru lui assure qu'elle peut faire confiance à Makuto, et Yoko la soutient également. La foule se met à chuchoter sur l'impossibilité de l'existence d'une pilule de rajeunissement. Pour la pousser à agir, Makuto murmure à l'oreille de Masami, lui demandant si elle ne veut pas retrouver sa jeunesse perdue. Pensant à toutes les sangsues ingrates pour qui elle a sacrifié sa jeunesse et qui la ridiculise depuis si longtemps, Masami décide de tenter le coup. À la surprise générale, elle prend la pilule et la met dans sa bouche. Tout le monde attend avec impatience de voir les effets du rajeunissement, mais après quelques secondes, rien ne se passe. Shiro éclate de rire, se moquant de Makuto et le traitant de fraudeur. Soudain, la pilule fait effet, et à leur grande surprise, Masami retrouve son apparence de jeunesse. Quelqu'un s'empare rapidement d'un miroir pour lui montrer le résultat, et même Masami est stupéfaite de son apparence restaurée. Et c'est ainsi que la pilule de Makuto est devenue une marchandise très prisée, les dames âgées s'attroupant immédiatement pour en demander une. Il fixe le prix de la pilule à 400 000 yens l'unité et les informe qu'il n'en a que 10 de disponibles pour le moment. En entendant cela, une vente aux enchères improvisée commence sur le champ, tout le monde se battant pour offrir le prix le plus élevé. Même Shiro veut enchérir au plus haut prix pour la pilule Juillan. Il prévoit de s'assurer un accord de droit de distribution exclusif, peu importe le coût. Eno essaie de l'arrêter, mais Shiro lui aboie de se taire. Il pense que Makuto peut être manipulé assez longtemps pour qu'il puisse marier Chizuru à la famille Osho. Shiro a littéralement l'intention de la vendre sous le couvert du mariage pour recevoir une somme substantielle des Osho. À ce moment-là, un gros type du groupe causant s'approche de Makuto avec une offre de 4 millions de yens pour les droits de distribution exclusifs de la pilule Juillan. Le représentant d'une autre entreprise contre-offre rapidement avec une enchère de 20 millions. Shiro intervient alors avec assurance, exhortant tout le monde à se calmer. Il demande une conversation privée avec Makuto et lui présente une offre de 30 millions ainsi qu'une proposition de partage des bénéfices. Il explique qu'il obtiendrait 70% des bénéfices tandis que Makuto en obtiendrait 30, affirmant que c'est une bonne affaire puisqu'ils utiliseront l'influence de la famille Oshizu. En entendant cela, Chizuru qualifie sa famille de poubelle sans aucune relation à offrir, ce qui rend Shiro furieux. Shiro lui rappelle qu'elle est leur parente du côté de sa mère. Chizuru lui rappelle qu'il a perdu ce droit lorsqu'il a perdu plus de 100 millions en utilisant l'entreprise laissée par sa grand-mère comme garantie. Shiro essaie de nier les accusations, mais elle sort des preuves en menaçant de les lire à voix haute. Masami et Yoko, qui n'étaient au courant de rien, sont également choqués d'apprendre qu'il a ruiné l'entreprise de leur mère. Shiro, tremblant de tous ses membres, demande à Chizuru comment elle a trouvé les preuves. Chizuru révèle en outre que Shiro n'est venu à la fête que pour exiger de l'argent de Yoko, tout comme il a saigné sa grand-mère à blanc. Voyant clairement son jeu, elle déclare qu'elle ne lui donnera pas un seul centime. Elle a également découvert qu'il prévoit d'escroquer Makuto, car il n'a même pas les 30 millions de yens. Shiro, complètement vaincu, tombe à genoux, implorant son aide. Il demande sans honte à Yoko de l'aider à supplier Chizuru. Cependant, Yoko refuse, exprimant clairement sa déception de le voir détruire l'héritage de leur mère. Tel un enfant à sa maman, il s'accroche à la jupe de Masami, la suppliant d'intervenir puisqu'il est le dernier homme de la famille. Excédé par cette sangsue ingrate, Masami le repousse, refusant de l'aider.
Finalement, Shiro est confronté par le groupe même de femmes qu'il a toujours méprisé. Chizuru lui pose un ultimatum. Soit il va en prison, soit il lui vend son entreprise pour seulement 1 yen, le laissant complètement anéanti. Les badauds se moquent de lui en disant qu'il mérite ce sort. Chizuru se tourne alors vers Makuto, lui proposant de le présenter à un professionnel des affaires plus compétent. Elle explique que 40 millions est un prix juste, et qu'il devrait viser à conserver 80% des bénéfices. Elle l'avertit de rester sur ses gardes, car les requins à cette fête profiteront de lui. À sa grande surprise, Makuto décide de tout lui confier. Plus tard dans la soirée, elle le ramène à son appartement et fait une remarque sur sa belle apparence. Makuto l'informe que c'est juste une location. Il la remercie de l'avoir ramené, et Chizuru le rassure en l'appelant son ami. Surpris par ce terme, Makuto est étonné quand elle le répète et lui tend la main pour sceller leur amitié. Après leur échange, il rentre tranquillement, réfléchissant encore à tout ce qui s'est passé. Il lève les yeux vers la lune, réalisant que cette nouvelle vie n'est peut-être pas si mal après tout. En entrant dans sa maison, Makuto est confronté à la vision choquante de son chien étendu dans une mare de son propre sang. Le poignard est toujours planté, servant de sinistre avertissement, et toute la scène met Makuto extrêmement en colère. Quelques instants plus tôt, un type louche avait appelé Hashimoto pour l'informer que Makuto était rentré à la maison avec une fille. Pour faire goûter le désespoir à Hashimoto, il prévoit de capturer Chizuru. Hashimoto se vante même au téléphone de l'avertissement qu'ils l'ont laissé dans sa maison. Makuto se précipite à l'intérieur pour voir le chien et, heureusement, il respirait encore. Espérant que le talisman de guérison puisse le soigner, il retire le couteau et place le talisman sur le chien. Pendant ce temps, un intrus se cache dans l'ombre juste au-dessus, observant Makuto. Il fonce soudainement vers le bas, se préparant à l'attaquer par derrière. À sa grande surprise, Makuto disparaît rapidement avec son chien et réapparaît derrière, projetant l'intrus au sol d'un seul coup de pied. D'autres assassins apparaissent bientôt sur les lieux, se demandant ce qui vient de se passer. Makuto pousse doucement le chien de côté pour leur faire face seul. Il les regarde avec une rage immense, et sans hésitation, il charge vers lui. Un des hommes leur rappelle de garder Makuto en vie, conformément à l'ordre de leur employeur. Dès qu'ils voient avec quelle facilité Makuto se débarrasse d'un homme, les autres s'arrêtent net, horrifiés par ce dont ils viennent d'être témoins. Ignorant le comportement arrogant de Makuto, un autre imbécile se précipite immédiatement, pour se faire déchiqueter le bras comme une saucisse. Refusant de le laisser partir, Makuto lui brise la nuque comme on découpe une dinde de Thanksgiving. À ce stade, le reste des gangs est déjà terrifié, alors ils sortent l'artillerie lourde, prévoyant de le neutraliser en visant ses membres. Cependant, ce que ces nuls ne comprennent pas, c'est que Makoto est déjà plus rapide que les balles. Indifférent à leurs tirs, il virevolte rapidement comme Flash, esquivant les balles. Makuto jure de les éliminer un par un jusqu'à ce qu'il implore sa pitié et révèle qui les a envoyés. Ailleurs, Chizuru se retrouve capturé par le dérangé Hashimoto, qui a l'intention de s'adonner à son passe-temps pervers avec elle. Bien qu'il la reconnaisse comme la fille du célèbre conseiller, Kenjizuga, Hashimoto est impatient de jouer avec elle. Il confirme son identité une fois de plus, savourant l'instant. Au moment où Chizuru commence à se débattre, son téléphone sonne. Hashimoto répond, demandant des nouvelles de la situation de Makuto. À sa surprise, la voix de Makuto se fait entendre, révélant que tous les hommes de main de Hashimoto ont été éliminés. Saisissant l'opportunité, Hashimoto se vante d'avoir capturé Chizuru, ce qui ne fait qu'enrager davantage Makuto. Makuto prévient Hashimoto de la relâcher ou de faire face à de graves conséquences, mais le fou se contente de se moquer de lui en réponse. Hashimoto donne joyeusement 40 minutes à Makuto pour arriver, menaçant de se filmer en direct en train de servir Chizuru comme un sushi s'il ne vient pas. Après lui avoir ordonné de trouver le remplacement, Hashimoto raccroche brusquement. Enragé, Makuto écrase le téléphone bon marché dans ses mains. Hashimoto continue son passe-temps dérangeant avec Chizuru, prévoyant d'enregistrer une vidéo de teasing avant l'événement principal. Il lui enlève le ruban adhésif de la bouche, mais juste au moment où il s'apprête à continuer, on frappe à la porte. Quand il ouvre, ses gardes l'informent qu'une alarme incendie s'est déclenchée dans l'entrepôt. Hashimoto leur ordonne rapidement de désactiver l'alarme défectueuse pour éviter une visite inattendue de la police. Choisissant de gérer la situation lui-même, il dit aux gardes de surveiller la porte pendant qu'il sort pour enquêter sur l'alarme. Quelques instants après son départ, quelqu'un frappe le garde si fort que la porte se brise. Chizuru lève les yeux pour voir si Makuto est venu la sauver. Il y a à peine une heure, Funaki est arrivé à l'adresse de Makuto pour livrer une lettre d'introduction à Ryuta, mais il n'a pas pu joindre Makuto par téléphone. Il a vérifié l'adresse une deuxième fois pour s'assurer qu'il était au bon endroit. À ce moment-là, il a entendu quelqu'un dire à Hashimoto que Makuto était rentré chez lui avec sa petite amie. D'après la conversation, il a appris que 6 assassins attendaient pour tendre une embuscade à Makuto à l'intérieur de la maison. Il les a également vus forcer une Chizuru inconsciente à monter dans un véhicule. Funaki observait discrètement la scène depuis un coin. Une fois que le véhicule est parti avec Chizuru, il a sauté sur sa moto pour le suivre, prévoyant d'envoyer les coordonnées à Makuto plus tard. En arrivant à un manoir privé, Funaki a finalement réussi à joindre Makuto.
Il l'a informé de la capture de Chizuru et de l'emplacement du manoir. Makuto a été surpris et a demandé comment Funaki avait obtenu ces informations. Avant l'appel, il avait interrogé l'un des assassins pour obtenir des réponses, le battant juste assez pour l'amener au seuil de la mort, puis utilisant un talisman de guérison pour le ranimer pour plus de torture. N'ayant pas de temps à perdre, Makuto a demandé à Funaki de l'aider à sauver Chizuru. Après avoir fait sa demande, il a juré d'entraîner personnellement Hashimoto aux enfers. Cette demande a poussé Funaki à déclencher l'alarme incendie plus tôt, distrayant Hashimoto de la pièce. Il a attendu que Hashimoto parte avant de confronter les gardes qui se plaignaient de leur sale patron. Funaki s'avança vers eux tel Aquaman, ignorant toutes leurs questions. C'est alors qu'il les a attaqués, utilisant la force de l'attaque pour défoncer la porte. Chizuru, qui semblait être dans les vapes, avait appelé le nom de Makuto, pensant qu'il était venu la sauver. Cependant, ce n'était que Funaki qui exécutait la demande de Makuto de la secourir. Funaki la soulève comme un poids mort et s'enfuit de la scène avant que Hashimoto ne puisse revenir. Il atteint une porte menant au jardin arrière où la voiture est garée et fonce, espérant s'échapper avant que quelqu'un ne les rattrape. Au moment où il atteint la poignée, une balle lui transperce la cuisse. L'impact le fait s'écraser au sol avec Chizuru dans ses bras. Même dans la douleur, Funaki amortit sa tête avec sa main avant qu'elle ne touche le sol. Quelques instants plus tard, Hashimoto entre à grands pas, se vantant bruyamment de son tir parfait. Ses hommes de main sont également d'accord, applaudissant sur commande comme des marionnettes obéissantes. Le cœur de Funaki s'emballe alors qu'il se demande comment ils sont revenus si vite. Masquant sa panique, il salue Hashimoto comme s'il était de vieux amis. Hashimoto, profitant manifestement de la situation, éclate de rire en se réjouissant de s'occuper du traître. Refusant de se rendre sans combattre, Funaki se ressaisit et le défie hardiment. Pendant ce temps, à l'extérieur du manoir, Makuto arrive pour régler ses comptes avec le fou qui y réside. Les gardes se précipitent vers l'entrée, ne comprenant pas qui oserait s'approcher du domaine avec autant d'audace. Makuto, animé par une rage pure, ne daigne même pas reconnaître leur existence. Il se ferait un chemin à travers l'entrée avec désinvolture, tel un One Punch Man au rabais, laissant les gardes figés d'incrédulité. Ils se ruent sur lui tous en même temps, clairement convaincus que le nombre arrangera tout. Malheureusement pour eux, Makuto déchire le groupe avec aisance, les balayant comme des déchets mal placés destinés à la poubelle. En quelques secondes, la cour redevient silencieuse. Debout au milieu des gardes vaincus, Makuto annonce bruyamment son arrivée, assumant son rôle de personnage principal surpuissant. À l'intérieur du manoir, Funaki ne passe pas un moment aussi facile. Même s'il a abattu un bon nombre d'hommes de main, il semble avoir atteint sa limite. À ce moment précis, il regrette silencieusement de ne pas avoir refusé la demande de Makuto de sauver une demoiselle en détresse. Hashimoto, se sentant toujours comme le roi absolu de l'univers, se vante qu'il transformera Funaki en sushi et le renverra à Makuto. Soudain, son moment est gâché par la lourde porte d'entrée qui est défoncée d'un coup de poing. Makuto entre comme la grande faucheuse, annonçant qu'il est venu chercher Hashimoto pour Hades. Funaki est aux anges maintenant que ses renforts sont arrivés. Makuto lui donne un talisman de guérison pour l'aider à retrouver ses forces. Hashimoto ordonne à ses hommes d'éliminer immédiatement l'intrus. Pendant que Makuto reste pour leur faire face, Funaki ramasse Chizuru et s'enfuit pour accomplir sa mission. Utilisant le pas de l'ombre des nuages, Makuto traverse facilement la pluie de balles, éliminant rapidement les hommes de main les uns après les autres. Pendant ce temps, Hashimoto regarde avec horreur, se demandant quand le Comic Flash a fait son entrée. Voyant qu'il a peut-être sous-estimé son adversaire, il s'éloigne de la scène sur la pointe des pieds comme une mauviette inutile. S'échappant enfin du chaos, Hashimoto détale comme une petite souris effrayée, se demandant pourquoi tout le monde qualifiait quelqu'un d'aussi puissant que Makuto de faible déchet alors qu'il est clairement un dragon. Il atteint bientôt une porte et essaie d'entrer le mot de passe, mais ses nerfs prennent le dessus. Soudain, les corps de quelques hommes de main volent dans la pièce, signalant la présence de Makuto. Pour la première fois depuis qu'il est devenu une terreur agaçante, Hashimoto a l'air visiblement terrifié. Il balbutie, suppliant Makuto de se calmer. Il essaie de l'intimider en mentionnant ses appuis, mais cela ne semble avoir aucun effet. Hashimoto, contrairement à ses loyaux hommes de main, est un lâche insensé. La simple vue de la présence écrasante de Makuto lui fait révéler que le seigneur Emma est son employeur. Makuto ne sait pas qui est ce soi-disant seigneur Emma, alors il lance un regard féroce à Hashimoto, l'incitant à continuer de parler. Hashimoto révèle alors que le seigneur Emma est l'héritier de la famille Emma. Il dit qu'en gros, ce type Emma cible Makuto à cause d'une rumeur selon laquelle Makuto aurait eu une relation avec Setsu. Il explique en outre que le seigneur Emma prévoit d'arranger un mariage politique avec la jeune demoiselle de la famille Amitani. Par conséquent, ils veulent l'éliminer complètement pour éviter toute complication future. En parcourant sa mémoire, Makuto ne trouve aucun souvenir du propriétaire originel rencontrant sa fiancée en privé. Il devine que quelqu'un d'autre essaie de le piéger. Après avoir tout raconté, Hashimoto prévient Makuto de le laisser partir ou de subir les conséquences de s'opposer à un homme aussi puissant que le seigneur Emma. En entendant cela, Makuto en déduit que ce seigneur Emma doit être un autre pratiquant. Pendant ce temps, Hashimoto radote comme un disque rayé,
promettant de l'aider si Makuto le laisse partir. Malheureusement, Makuto ne revient jamais sur sa parole, alors il frappe immédiatement le clown au visage si fort que la force défonce la porte verrouillée. À l'intérieur de la pièce, il trouve quelques filles enfermées par le fou. Makuto brise immédiatement leur chaîne et laisse tomber son couteau par terre. Avant de partir, il dit aux filles de faire ce qu'elles veulent de Hashimoto. Alors que les filles l'entourent, Hashimoto leur offre de l'argent si elles le laissent partir, mais ces filles n'ont que faire de l'argent. Elles ont déjà vécu l'enfer et en sont revenues à cause de ses actes malveillants. Avec des larmes de joie mêlées de douleur, elles savourent le fait de l'envoyer dans l'enfer même qu'il a créé. Pendant ce temps, Makuto sort pour rejoindre Funaki. Il applique un talisman de guérison sur Chizuru puis dit à Funaki de partir avant l'arrivée de la police. Il avait appelé la police plus tôt avant de venir au manoir. Il prévoit de rentrer chez lui après avoir remis Chizuru en toute sécurité à la police. Funaki lui demande ses prochains plans, et Makuto révèle qu'il va enquêter sur Emma et tous les autres qui le ciblent. Il s'arrête au milieu de sa phrase, réalisant qu'il pourrait être en infériorité numérique s'il creuse plus loin dans toute cette conspiration. Après tout le mélodrame avec Hashimoto, Makuto est de retour à ses journées habituelles sans incident. Cependant, il est toujours préoccupé par le cerveau principal de l'affaire. Tout en faisant quelques ponts, il décide de trouver le coupable et de l'écraser dès que possible. Bientôt, on frappe à la porte, interrompant son entraînement, et Makuto ouvre pour trouver un messager de Chizuru. Il remet à Makuto une invitation ainsi qu'un message lui indiquant qu'elle partira dès qu'il sera prêt. Makuto regarde la carte d'invitation avec curiosité, se demandant ce que son message signifie. Après le départ du messager, il appelle Chizuru pour lui demander pourquoi elle lui a aussi envoyé un costume. Elle l'informe que l'invitation vient de la famille Oshizu. Makuto est confus à ce moment-là, se demandant pourquoi il doit assister à leur fête. Chizuru l'informe que la famille Oshizu contrôle le plus grand groupe pharmaceutique de la ville. Cela signifie qu'ils doivent se rapprocher de la famille pour commercialiser les pilules Wonder Beauty. Elle révèle également que son ex-fiancée, Setsu, sera présente à la fête. Cette nouvelle information pique grandement l'intérêt de Makuto. Le jour de la fête, Makuto arrive, l'air plutôt élégant. Chizuru lui montre discrètement Pierce, le directeur général du groupe S, et Taro, le président du conseil d'administration du groupe Kengo. Elle explique que ce sont des gros bonnets dans le monde des affaires de la ville. N'y connaissant rien au monde des affaires, Makuto se demande s'il essaie eux aussi de se rapprocher de la famille Oshizu. Chizuru trouve sa comparaison amusante, ce qui l'amène à se demander pourquoi quelqu'un d'une famille puissante ne connaît même pas les acteurs principaux de la ville. Elle souligne que la plupart des gens ici cherchent désespérément à nouer des liens, même avec un parent de la famille Amitani. Selon Chizuru, ils attendent avec impatience l'arrivée de la jeune dame de la famille Amitani. À ce moment précis, la chef de la famille Oshizu, Nana, arrive avec la très attendue Setsu à ses côtés. Makuto peut sentir une énergie spirituelle émaner de cette fameuse ex-fiancée. Il l'étudie discrètement, se demandant si elle est aussi une pratiquante. Une foule de pensées se bouscule dans son esprit, le faisant se demander si ce monde possède une méthode de cultivation spéciale qu'il n'a pas encore découverte. Il note que l'énergie spirituelle de Setsu est techniquement exposée, et qu'elle n'essaie même pas de la cacher. Comme elle pourrait connaître Emma, il prévoit de lui poser la question plus tard. Il se tient alors tranquillement à côté de Chizuru pendant qu'elle salue joyeusement Nana, la chef de la famille Oshizu. Nana s'enquiert de la santé de sa mère, exprimant sa joie face à la récente guérison de Yoko. Chizuru la remercie, expliquant que sa mère redevient peu à peu elle-même. Elle offre ensuite à Nana une pilule Juillan en cadeau de la part de Yoko. Chizuru lui explique que c'est le dernier produit de rajeunissement de l'entreprise. Nana, qui semble avoir entendu parler de la pilule miracle, s'exclame avec enthousiasme en prononçant son nom. Les invités à proximité se mettent à chuchoter, surpris, discutant du prix exorbitant de la pilule. Setsu jette immédiatement des regards curieux sur la boîte. Nana examine la pilule, exprimant son admiration pour une pilule spirituelle d'un tel niveau. Elle fait l'éloge de la personne qui a raffiné les pilules. En l'étudiant de plus près, elle note qu'elle ne porte aucun sceau, ce qui l'amène à interroger Chizuru sur l'identité de son créateur. Chizuru présente immédiatement Makuto comme le raffineur de pilules et son partenaire commercial. Nana et Setsu sont toutes deux surprises lorsque Makuto se présente. Nana révèle joyeusement qu'elle le portait dans ses bras quand il était bébé. Elle le complimente pour ses compétences et maudit le clan Yamori d'avoir été assez stupide pour rejeter un jeune homme aussi talentueux. Setsu avertit immédiatement sa tante d'arrêter de parler. Elle explique fermement qu'une telle compétence est inutile pour une famille noble, ajoutant que seul le niveau de cultivation est utile. Setsu va plus loin, disant que Makuto aurait été accueilli dans la famille Amitani s'il avait eu une cultivation utile. En entendant tout cela, Makuto réalise enfin que les familles nobles de ce monde ont déjà découvert la cultivation. Néanmoins, c'est toujours de la camelote comparée au niveau pratiqué sur le continent Liuyu. Après qu'elle ait fini de divaguer, se moquant subtilement de lui pour son inutilité, Nana n'est toujours pas convaincue par l'argument de Setsu. Elle croit que Makuto a fait quelque chose de mémorable en raffinant les pilules Juillan. Elle l'interroge ensuite sur le maître qui lui a enseigné le raffinage de pilules. Makuto y réfléchit une seconde, et son esprit vagabonde vers quelqu'un de sa vie passée.
N'ayant pas d'autre choix, il lui répond qu'il n'a pas de maître. Makuto explique qu'il s'est mis au raffinage de pilules par simple passe-temps. Juste au moment où il s'apprête à leur demander quelque chose d'important, une grande gueule entrant se pavanant comme un paon, souhaitant un joyeux anniversaire à Nana. Les invités jettent des regards curieux, se demandant qui il est. Quelqu'un lance que le type bruyant est en fait Joe-Ema, l'héritier de la famille Ema. Un sentiment de terreur envahit Makuto alors qu'il se retrouve face à son tristement célèbre poursuivant. Avec l'air d'un connard moralisateur, le seigneur Ema échange des amabilités avec Nana. Tel un obsédé classique, ses yeux se posent bientôt sur Chizuru, et Nana la lui présente. Du coin de l'œil, Makuto observe les yeux avides du seigneur Ema, qui reluque carrément Chizuru. Le seigneur Ema se présente alors à Chizuru et, tel un parfait gentleman, il lui tend la main pour la serrer. Déjà lassé de toute la scène, Makuto saisit rapidement sa main, disant qu'il a beaucoup entendu parler du célèbre héritier de la puissante famille. Le seigneur Ema, feignant de ne pas connaître Makuto, lui demande qui il est. Bien que surpris par sa comédie, Makuto se demande combien de temps le seigneur Ema pourra continuer à faire semblant de ne pas le connaître. Selon son enquête, Ema est un pratiquant, et Makuto veut tester cette théorie en utilisant son énergie spirituelle pour chercher toute trace de cultivation sur lui. En gros, les pratiquants peuvent supprimer cette énergie pour cacher leur force. La seule exception est lorsqu'ils sont incapables de stocker l'énergie spirituelle, les ondes ne sont alors jamais libérées. En libérant sa propre énergie spirituelle, Makuto prévoit de la canaliser dans les méridiens des Ema pour confirmer s'il est vraiment un pratiquant. Quelques instants après avoir cherché, le résultat est négatif, ce qui signifie que Ema n'a aucune trace d'énergie spirituelle dans ses méridiens. Cette découverte surprend Makuto, le faisant se demander si Ema n'est pas réellement un pratiquant. Il s'oublie rapidement et serre la main d'Ema trop fort, le poussant à retirer vivement sa main de douleur. Ema répond alors à la hâte au salut de Makuto avant de l'ignorer complètement pour se tourner vers Setsu. Makuto est toujours perplexe, ne comprenant pas pourquoi il n'a pu sentir aucune fluctuation d'énergie chez ce type. Il n'a même pas ressenti la moindre intention meurtrière lors de son bref échange avec Ema. Ensuite, tout le monde s'installe pour profiter du dîner. Un majordome annonce bientôt que tout le monde doit se rassembler dans le hall après le repas pour une soirée dansante. Quelques instants plus tard, la soirée dansante commence, mais Makuto ne peut se concentrer sur rien. Il n'a cessé de penser à Hashimoto et se demande s'il a menti sur le fait que Ema soit un pratiquant. Pendant ce temps, Chizuru balaie la salle du regard à la recherche de Makuto tout en évitant d'innombrables invitations à danser. Quelqu'un murmure même au dernier homme qu'elle rejette qu'il est impossible que la fille de la prestigieuse famille Suga danse avec un moins que rien. Il ajoute que Chizuru est très exigeante et que même les familles puissantes ont du mal à attirer son attention. Alors que le type continue de radoter, son ami pointe en direction de Chizuru, qui ne demande qu'à attirer l'attention de Makuto. La scène de Chizuru l'invitant à danser avec elle laisse tout le monde sous le choc, y compris Setsu. Quelque part à l'extérieur, Ema se dirige vers sa voiture et, avant d'entrer, il avertit les gardes que personne n'est autorisé à s'approcher de son véhicule. Les gardes peuvent entendre d'étranges bruits provenant de l'intérieur de la voiture. Les gardes se mettent à chuchoter entre eux, se demandant pourquoi il est toujours seul dans la voiture avec l'un de ses gardes du corps. Un autre type intervient en disant que tous les gardes du corps personnel choisis par Ema finissent par agir étrangement et ne reconnaissent même plus leur propre famille. De leur conversation, il est révélé que le seigneur Ema change de corps tous les quelques jours comme de chemise. De plus, chaque garde du corps remplacé se comporte généralement comme une personne totalement différente. Selon les rumeurs, l'un d'eux a même complètement disparu. Pendant ce temps, à l'intérieur du véhicule, le garde du corps gifle Ema, l'insultant pour avoir tenté de tenir la main d'une autre femme devant Setsu. Ema, avec une expression paniquée, s'excuse frénétiquement d'avoir tout gâché. Soudain, une énergie spirituelle commence à émaner d'une bague au doigt du garde du corps. Son visage se déforme de manière anormale, se transformant en le véritable seigneur Ema. Il révèle qu'il n'a gardé le faux double que pour sa légère utilité. Il menace ensuite d'en finir avec le type s'il commet une autre erreur comme aujourd'hui. Quelques instants plus tard, le seigneur Ema sort du véhicule et invite deux gardes à le suivre dans la salle de banquet. L'un des gardes regarde la voiture d'un air suspicieux, se demandant ce qui a bien pu arriver à l'autre personne à l'intérieur. Il note que, tout comme le disent les rumeurs, un garde du corps finit toujours par disparaître. Pendant ce temps, dans la voiture, le faux Ema a été ligoté et bâillonné. Il se débat pour se libérer, mais les cordes sont bien trop solidement nouées. Bientôt, le faux type fond en larmes en voyant qu'il ne peut échapper à son destin. Ensuite, le véritable Ema entre dans la salle de bal en prétendant ne pas avoir fait un truc de fou dans la voiture quelques minutes auparavant. Il interpelle joyeusement Setsu, mais elle est trop absorbée par la jalousie en regardant son ex et sa nouvelle conquête danser ensemble. En fait, toute la salle semble se concentrer sur Makuto et Chizuru. Ema suit son regard pour voir ce qui retient son attention. Des chuchotements éclatent dans la salle alors que les gens spéculent sur l'identité de Makuto. Ils se demandent comment quelqu'un a pu conquérir la célèbre reine de glace, Chizuru. Chizuru et Makuto semblent dériver dans leur propre monde. La musique atteint son apogée, envoyant complètement le duo au 7e ciel. Fasciné par ce moment romantique,
Chizuru félicite Makuto d'être un si bon danseur, le laissant sans voix. Elle le complimente davantage pour être en phase avec l'énergie de l'ambiance de la fête. Chizuru explique que c'est le seul moyen d'attirer l'attention de la famille Oshizu pour leur plan concernant les pilules de rajeunissement. Makuto est heureux de faire tourner les têtes avec ses talents de danseur, car le propriétaire originel avait déjà appris la danse de salon avant d'être renvoyé. En combinant cette compétence avec son sens de l'équilibre issu de la cultivation, Makuto est une véritable bête sur la piste de danse. Nana, impressionnée par ce qu'elle vient de voir, demande à Setsu si elle savait que Makuto savait danser. Toujours mauvaise perdante, Setsu se moque simplement de lui en le traitant de roturier inutile malgré ses talents de danseur. Nana la taquine, soulignant qu'elle l'a surprise à les regarder avec tant d'intensité pendant la performance. Emma se joint également à la conversation, incitant Nana à lui demander s'il ne connaît vraiment pas Makuto. Emma lui assure qu'ils ne se rencontrent que pour la première fois aujourd'hui. Cependant, Nana trouve cette affirmation plutôt suspecte. Elle se demande comment l'héritier d'une famille puissante n'a pas entendu parler de cette rumeur répandue. Emma, essayant de la dérouter, invente une excuse bidon que Nana ignore complètement. Elle réfléchit au talent de Makuto pour le raffinage de pilules. À son ton, il sent qu'elle essaie d'élever Makuto au niveau supérieur. Emma se sent menacée par cela et la fixe avec une expression sinistre. Emma maudit Nana à voix basse. Il ne la laisse faire que grâce à Setsu. Il jette ensuite son dévolu sur Makuto, le maudissant aussi à voix basse. Pendant ce temps, les deux types bavards de tout à l'heure ont découvert l'identité de Makuto. Ignorant le fait que Setsu peut littéralement les entendre, ils discutent du triangle amoureux entre elles, Emma et Makuto. Le type aux cheveux argentés se moque de Makuto pour avoir jeté la manière la plus simple de monter en niveau. Le blond ajoute que le seul chemin vers la rédemption pour le déchet des Yamori est de lécher les bottes de Setsu. Il spécule aussi que Makuto doit être à cette fête pour se rapprocher d'elle. Setsu en a marre de tous ces dénigrements et s'excuse de quitter la table. Nana insiste pour qu'elle reste plus longtemps, mais Setsu prétend avoir besoin de se reposer. Au lieu de partir discrètement, elle s'arrête soudainement pour confronter Makuto. Makuto, qui s'occupe clairement de ses affaires, est confus par toute la scène. Elle lui aboie dessus comme une carène en colère, l'avertissant d'abandonner ses vilaines pensées d'utiliser son influence pour restaurer la famille Yomori. Makuto est encore plus confus et la dévisage comme si elle était une folle échappée de l'asile. Elle se retourne pour partir, lui disant d'utiliser l'argent du raffinage de pilules pour se concentrer sur sa vie au lieu d'essayer de gravir les échelons grâce à l'influence d'une femme. Makuto la questionne calmement, demandant lequel d'entre eux a vraiment besoin de ce conseil. Setsu est encore plus surprise quand il commande son énergie spirituelle instable. Il avait remarqué plus tôt comment elle fuyait en raison d'un mauvais contrôle. Selon Makuto, elle s'est probablement forcée à absorber de l'énergie spirituelle pour accélérer sa cultivation. Il l'avertit que de telles méthodes imprudentes ne font que nuire au corps à long terme. L'étudiant de près, Makuto déclare sans détour que son corps a déjà atteint sa limite. Le regardant toujours de haut, Setsu se demande comment un moins que rien comme lui peut analyser correctement sa situation. Makuto révèle alors qu'il peut l'aider à résoudre le problème, mais Setsu refuse de le croire. Cependant, il n'est pas dérangé, car c'est elle qui a tout à perdre si elle choisit de ne pas le croire. Setsu se recroqueville de peur quand il l'avertit qu'elle pourrait manquer de temps. Il se rapproche, lui proposant de conclure un marché avec elle si elle peut remettre quelque chose à Emma pour lui. Pendant ce temps, Emma, bouillonnant de rage, les observe de loin. Après la fête, Chizuru et Makuto tombent sur Nana, qui montre de l'intérêt pour la pilule Juillan et les invite à une discussion privée. Ils traversent le jardin ensemble, et Makuto la presse de révéler ses véritables motivations. Nana glousse et lui demande de l'appeler Tata. Makuto refuse, car il n'est plus un membre de la famille Yomori. En entendant cela, elle remarque que lui et Setsu se ressemblent. Nana raconte que Setsu a aussi perdu ses parents et est devenu une marionnette de la famille Amitani. Son oncle est le marionnettiste, décidant même de son partenaire de mariage. Heureusement, elle a été reconnue par une prestigieuse famille d'arts martiaux. Avec leur soutien, Setsu a eu l'opportunité de devenir une cultivatrice légendaire. Nana ajoute que si Setsu ne peut pas transcender le royaume des roturiers, elle restera une marionnette pour sa famille. Tout ce charabia sur les cultivateurs est tout simplement déroutant pour Chizuru. Makuto, d'un autre côté, comprend qu'on ne peut transcender le royaume des roturiers qu'en entrant dans la troisième étape de la cultivation. Dans le monde des cultivateurs, l'écart entre la deuxième et la troisième étape est extrêmement énorme. Cela signifie qu'il est très difficile de passer à la troisième étape. Makuto en déduit que c'est la raison pour laquelle Setsu a décidé de prendre des mesures aussi drastiques pour faire avancer rapidement sa cultivation. Il se demande pourquoi Nana lui raconte toutes ces choses. Nana révèle tristement qu'elle a essayé de guérir l'état de Setsu, mais aucun de ses remèdes ne semble fonctionner. Elle explique en outre qu'elle a retrouvé espoir en découvrant les pilules Juillan de Makuto. Chizuru n'arrive pas à croire que la présidente de l'association de médecine traditionnelle fasse plus confiance à Makuto qu'à de vrais médecins. Makuto réfléchit tranquillement aux paroles de Nana et à tout ce brouhaha de cultivation légendaire. Il note également que par rapport au continent Liuyu, les techniques de cultivation ici sont rudimentaires. Le ramenant à la réalité,
Nana déclare qu'elle est également intéressée par la distribution des pilules Juian. Chizuru est excitée, car avec le soutien de la famille Oshizu, leurs bénéfices vont monter en flèche. Nana plaisante avec elle, déclarant qu'elle n'aime que l'argent. Après avoir plaisanté un peu, elle les supplie d'aider Setsu. Elle informe Makuto que Setsu avait tenté de se rebeller après l'annulation de leur fiançailles. Makuto est stupéfait d'entendre cette nouvelle. Juste à ce moment-là, Emma les rattrape pour présenter ses respects à Nana avant de partir. Il tend la main pour serrer celle de Makuto, espérant qu'ils pourront se revoir un jour. Makuto saisit sa main pour la lui serrer en retour. Il sent une énergie spirituelle rayonner à travers Emma au moment où leurs mains se touchent. Makuto trouve cela étrange, car il n'avait rien senti lors de leur première rencontre. Après l'échange, Emma se dirige vers sa voiture, et un garde l'informe que Setsu a laissé un cadeau pour lui. Emma, heureux d'entendre cela, ouvre rapidement la boîte pour y trouver un papillon en origami, ce qui le laisse confus. Incapable d'en comprendre le sens, il le jette au faux Emma, l'avertissant de ne pas l'ouvrir sans sa permission. En repensant à sa rencontre avec Makuto, Emma le considère toujours comme le même faible déchet. Il tourne alors de nouveau la bague de liquide spirituel, déclarant la guerre à Nana et Makuto. L'énergie de la bague brille, le transformant en un portrait craché de Makuto. Il sourit méchamment, déclarant utiliser Setsu pour détruire Makuto et Nana. Le faux Emma tremble comme une mauviette, et aucun d'eux ne remarque même que l'origami brille. Au sommet d'un grand immeuble, Makuto brandit une réplique brillante du papillon en origami dans sa main. Il sourit avec satisfaction, promettant de revoir Emma bientôt. Il est révélé que le papillon en origami est en fait un talisman de suivi, et en ce moment, Makuto l'utilise pour localiser Emma. Le talisman s'arrête devant un bâtiment, signifiant qu'il a trouvé la cible. Confirmant que le bâtiment appartient bien à la famille Emma, il saute immédiatement pour exécuter ses plans. Ailleurs, dans le jardin d'herbe, Nana observe tranquillement plusieurs plantes spirituelles. Elle se concentre sur deux qui sont presque prêtes pour la récolte. Elle prévoit de les échanger au tournoi des cultivateurs dans 3 mois. Soudain, elle sent une présence étrange à proximité. Un moine apparaît derrière elle et révèle que Nana était autrefois le génie de la secte des Centherbes. Malheureusement, elle a subi dans le passé des blessures mortelles qui ont détruit sa cultivation. Il la félicite d'être encore capable de sentir l'énergie spirituelle. D'après ses paroles, Nana réalise qu'il est un cultivateur. Elle a aussi senti plus d'une présence dans la pièce, ce qui signifie qu'elle ne pourra peut-être pas s'échapper si elle affronte plus d'un adversaire. Sentant son intention, un autre moine lui demande pourquoi elle prévoit de fuir. Il l'assure que même si elle résiste, ils ne la laisseront pas partir indemne. Tout en leur parlant prudemment pour connaître leur but, Nana se déplace lentement vers un grand arbre en face d'elle. Un moine lui demande de les suivre sans résister. L'autre ajoute qu'il serait plus simple de lui briser les membres. Alors que Nana atteint l'arbre, elle active une herbe violette qui pousse à ses racines, appelée la fleur du suzerain. Bientôt, un gaz toxique se propage de la plante, remplissant la zone. Les moines ont du mal à respirer, mais Nana a déjà mis une herbe cœur vert dans sa bouche pour neutraliser le poison. Le poison est assez puissant pour assommer un éléphant, alors elle prévoit de s'échapper pendant que les deux chauves sont occupés. Juste au moment où elle s'apprête à partir, une silhouette sinistre entre dans la pièce. Nana sent les arts de l'ombre et sait immédiatement que la personne appartient à la secte de l'ombre cachée. L'ombre tend la main et la maîtrise. Alors que la silhouette se rapproche, il confirme que c'est la même secte qui a détruit la secte des Centherbes. Nana se débat et exige de savoir qui il est. Elle dit que ce jour n'était pas encore censé arriver, et il n'y a aucune raison pour que la secte de l'ombre se révèle maintenant. Puis elle se retourne et se fige, car Makuto se tient devant elle. Cependant, ce n'est que Emma déguisée en Makuto. De retour au bâtiment de la famille Emma, Makuto se cache dans l'ombre pendant que les gardes partent pour un changement de service. Ils se disputent sur ce qu'ils vont manger et plaisantent en se demandant si Emma déguste un repas de luxe à l'intérieur. Une fois qu'ils sont partis, Makuto apparaît en utilisant le pas de l'ombre nuageuse. Il active le talisman de pistache pour confirmer qu'il a atteint la chambre des Emma. À l'intérieur, le faux Emma mange bruyamment des ramen froids en regardant un vieil enregistrement de lui-même. Il se demande comment sa vie a pu devenir si misérable, être traité comme un serviteur sans valeur juste parce qu'il ressemble à Emma l'a poussé à bout. Penser aux insultes constantes du vrai Emma ne fait qu'empirer les choses. Incapable de résister, il ouvre le coffret cadeau, et le talisman s'active soudainement, lui provoquant presque une crise cardiaque. Il sent quelqu'un derrière lui et se retourne brusquement, pour trouver Makuto debout là, ce qui le fait tomber de panique. Makuto le reconnaît comme la première version qu'il a rencontrée à la fête et lui demande s'il se souvient. Le faux acquiesce, terrifié, et essaie d'utiliser le nom d'Emma pour s'en sortir. Makuto met rapidement fin à cela et exige de savoir où se trouve le vrai Emma. Plus tard ce jour-là, juste sur le trajet habituel de Makuto, un groupe d'hommes de main d'Emma attend patiemment son grand moment. Au téléphone, ils assurent avec confiance à Emma qu'ils briseront les membres de Makuto et le livreront comme un plat à emporter. Au bon moment, l'un d'eux aperçoit Makuto marchant vers eux. Makuto, pendant ce temps, est perdu dans ses pensées, ignorant leur présence. Il réfléchit encore à sa découverte de l'existence d'un réceptacle spirituel dans ce monde.
Cela le laisse se demander si un cultivateur de 4e niveau soutient les nobles de ce monde. En gros, un réceptacle spirituel est un outil spécial imprégné d'énergie spirituelle lors de sa création, ce qui lui confère des capacités uniques. Plus l'énergie spirituelle utilisée lors de la forge est puissante, plus la qualité du réceptacle est élevée. Cependant, de tels outils ne peuvent être fabriqués que par des cultivateurs de 4e stade. Makuto croit que forger des outils spirituels dans ce monde est impossible en raison de sa faible énergie spirituelle. Cependant, il a maintenant des raisons de croire que la famille Emma pourrait en fait posséder sa propre source spirituelle personnelle. Makuto décide de régler son différend avec Emma avant de se rendre à Ryuta pour trouver une source spirituelle. C'est alors qu'il lève enfin les yeux et remarque la bande qui l'attend. Il l'informe nonchalamment que quelqu'un a payé le prix fort pour le capturer, mais Makuto n'est pas dérangé. Il leur lance un regard féroce, mettant instantanément le chef mal à l'aise. Secouant sa peur, le chef ordonne à ses hommes d'attaquer. Il se précipite sur Makuto comme une volée de poulets affamés se ruant sur la nourriture. Le chef observe avec confiance, convaincu d'avoir amené des combattants expérimentés. Quelques secondes plus tard, sa confiance s'évapore. Makuto se déplace sans effort, réarrangeant les visages, distribuant des rhinoplasties et offrant des ajustements osseux gratuits. En quelques instants, tout le groupe est à terre. Le chef ne peut que regarder avec horreur Makuto se tourner lentement vers lui, exigeant de savoir qui les a engagés. Le lendemain, Setsu et son équipe travaillent sans relâche chez Nana, essayant de reconstituer ce qui s'est passé. Un des hommes lui montre des images de surveillance de 2 moines apparaissant soudainement. Bien que la vidéo se coupe brusquement, le garde conclut avec confiance que Nana a dû être enlevée. Il montre ensuite un autre clip présentant un 3e attaquant, et Setsu se fige en voyant le visage de Makuto. Furieuse, Setsu se rend immédiatement à l'adresse de Makuto. Devant l'appartement, un homme bandé l'arrête et lui demande poliment si elle a un rendez-vous. Elle l'ignore, exigeant de voir Makuto. L'homme blessé la conduit tranquillement à l'intérieur. Alors que Setsu suit, elle remarque plusieurs hommes à l'allure rude s'occupant du jardin. Sur le toit, Makuto se détend pendant que le chef de la bande de la veille le serre docilement. En fait, tous les hommes bandés semblent être les hommes de main d'Emma qui n'ont pas réussi à lui tendre une embuscade plus tôt. Quelques instants plus tard, Setsu entre en trombe, exigeant avec colère que Makuto libère Nana. Makuto la regarde avec confusion, ne sachant pas de quoi elle parle. Elle l'accuse à nouveau d'avoir enlevé sa tante. Comme il a toujours l'air perdu, Setsu sort une tablette et lui montre les images de surveillance. Makuto reconnaît immédiatement que la personne dans la vidéo utilise un réceptacle spirituel pour se faire passer pour lui. Il réalise rapidement que Ayema a mis cela en scène pour semer la zizanie entre lui et Setsu. Alors que Setsu commence à libérer de l'énergie spirituelle, se préparant à combattre, Makuto lui dit calmement qu'il n'a jamais été chez Nana à 1h du matin. Pour le prouver, il lui dit d'interroger les hommes de main d'Emma, et la révélation détend Setsu. Le chef de la bande lui montre alors son historique de discussion avec Emma, expliquant comment ils ont été engagés pour capturer Makuto. Finalement convaincu, Setsu demande comment il compte expliquer les images. Makuto répond en lui montrant une vidéo qu'il a enregistrée plus tôt du faux Emma. Il l'a fait pour conserver des preuves des complots d'Emma. Setsu regarde la vidéo pendant que Yasuhiro avoue jouer le rôle de doublure du seigneur Emma. Il explique qu'il n'est habituellement qu'un garde, mais qu'il a assisté à la fête plus tôt en tant que remplaçant. Yasuhiro révèle que le seigneur Emma utilise une bague pour se faire passer pour n'importe qui, une révélation qui choque complètement Setsu. Makuto lui explique alors tout le concept des réceptacles spirituels. Il ajoute que Emma prévoit de la faire l'éliminer sous le prétexte du kidnapping de Nana. En entendant cela, Setsu sort en trombe pour le confronter, mais Makuto l'empêche de tout faire exploser. Il l'avertit que Nana pourrait être en danger s'ils font le moindre mouvement imprudent. Setsu lui demande comment il s'attend à ce qu'elle gère le problème, car elle ne compte pas laisser les choses en l'état. Makoto lui fait savoir qu'ils peuvent retourner la situation contre lui en utilisant ses propres stratagèmes.